Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes au mois de décembre. Décembre, c'est pas un qui chante Noël et toute qualité fête à Noël. Décembre, ce sera aussi le 20 décembre, ce sera le mois du congrès, puisque vous savez que les élus de la Guadeloupe s'étaient rencontrés au trimestre précédent dans un congrès qui n'avait pas abouti sur grand-chose. Et bien probablement, le 20 décembre, on parlera encore de l'avenir de la Guadeloupe. Alors, est-ce que on peut s'attendre à des changements? Question qui reste posée. En tout cas, bonjour à vous qui êtes en Guadeloupe, en Martinique, en France, à La Réunion, à Mayotte, à Marie-Galante, de tous côtés de la zone. Regardez-nous tous les jours dans le ZCL News. L'émission, on a pu regarder sur cette tranche à partir de 12h30 et nous sommes avec vous jusqu'à 14h, puisqu'aujourd'hui, nous avons un programme un peu spécial. Nous allons commencer tout à l'heure avec un coup de le projecteur, un coup de zoom même, on peut dire, sur la Martinique, puisque vous le savez, la télévision Zouk TV est en danger. Son directeur, qu'on aura tout à l'heure avec nous, Emmanuel Granier, va nous expliquer c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'on lui reproche et pourquoi sa télé risque de disparaître au mois de mars prochain. Un peu plus tard, nous aurons, toujours dans l'information cette fois-ci, un vrai débat avec nos amis journalistes, Jean-Claude Rode, Gilbert Pinsmaille, Jacques Dancal, Woody Ornelli. Avec eux, nous allons revenir sur le débat qui s'est déroulé il y a quelques semaines de cela à Yaoundé au Cameroun dans le cadre des 48e assises de l'UPF, l'Union de la presse francophone, journalisme d'émotion, journalisme d'information. On va en parler tout à l'heure. Et puis plus tard, bien sûr, Jean-Luc Divial sera avec nous, avec lui. Nous parlerons, vous savez de quoi? Ben, je vais vous dire, voilà, de ça. Regardez un peu, de l'Égypte, oui, en direct. On va parler de l'Égypte avec notre ami Jean-Luc Divial et Damisso. Sinon, l'actualité, c'est la journée contre le sida à Sainte-Anne avec un reportage de Dylan Bégarin. On va regarder dans un instant. Il y avait aussi une journée porte ouverte pour les seniors et c'est Vianney Valverde qui en est le reporter. Et puis, Terre en Fête, à Petit Canal, à veille des municipales, ben, tout est permis. Et donc, Terre en Fête, c'était une grande foire organisée dans la commune du maire de Petit Canal. Nous y reviendrons et on parlera, si on a le temps, de la nouvelle Miss Zabim, Laura. Elle se prénomme et devrait peut-être être avec nous. On saura de tout à l'heure de quoi il s'agit. Voilà, 12h33 exactement dans le ZCL News sur Canal 10. Merci d'être avec nous. Je vous l'ai dit, on part tout de suite à la Martinique avec monsieur Emmanuel Granier de Fer. On le connaissait pour la musique, mais pas seulement. Depuis une vingtaine d'années, Emmanuel Granier de Fer est directeur d'une télévision qui s'appelle Zouk TV et visiblement le CSA a décidé d'éradiquer cette télévision du paysage audiovisuel martiniquais, du PAM. Emmanuel, bonjour. Bonjour Daniel, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en Guadeloupe. Alors Emmanuel, il faut nous expliquer clairement ce qui se passe pour Zouk TV, pour que les Guadeloupéens comprennent pourquoi le CSA veut supprimer cette télévision dans le paysage audiovisuel martiniquais. Alors, je ne peux pas dire ce qu'il y a dans la tête du CSA, mais ce que moi je sais, c'est que Zouk Télévision, depuis 20 ans, fait un travail énorme en Martinique, mais aussi sur la Guyane et sur la Guadeloupe. Elle est très regardée en Guadeloupe, je vous confirme. Elle est regardée en Guadeloupe, elle est regardée en France aussi, elle est regardée en Guyane. Et moi, je ne comprends pas comment des gens qui sont à 8000 km décident d'éteindre une télévision pour donner une nouvelle fréquence à une autre personne sans vraiment savoir ce qui se passe en Martinique. Il faut comprendre une chose. Lorsqu'on a installé la TNT, le CSA a installé 10 chaînes, ça s'appelle WOM 1. Il ne pouvait pas en mettre plus que 10. Je crois que c'est le même cas aussi en Guadeloupe. Ils m'ont demandé, est-ce que je pouvais, moi, faire mon multiplex 2 à mes frais, alors que ça leur appartenait de pouvoir créer ce multiplex 2 pour pouvoir diffuser sur télévision. Moi, je leur ai dit lors de mon audition, pourquoi vous n'ouvrez pas la possibilité à d'autres chaînes de télévision à la Martinique? En métropole, en France, il y a 30 chaînes sur la TNT. Tout à fait. Il faut rappeler que la TNT, c'est la télévision numérique terrestre, que les gens peuvent capter avec une antenne râteau et ils ne payent strictement rien. Et sur ces chaînes en France, vous
Vous avez des chaînes comme TF1, comme M6 et bien d'autres. Nous, à la Martinique et en Guadeloupe, qu'est-ce que nous avons sur notre TNT? Nous avons, si nous enlevons les chaînes locales, après vous avez France 2, France 3, France 4, France 5, France, on parle qui ça, Arte, France 24, France Info, toutes sortes de chaînes. Moi, j'ai dit au CSA, mon multiplex que j'ai créé, aujourd'hui, je suis seul dessus. Oui. Mais on peut encore ajouter 9 autres chaînes. Donc, faites des appels aux candidatures. Permettez à d'autres personnes de s'exprimer s'ils le souhaitent. Et je suis en mesure de les diffuser. Financièrement, ça ne vous coûte strictement rien. Le travail est déjà fait. Je crois qu'ils ne peuvent pas ou ils n'ont pas compris ce genre de dialogue. Mais je vais même plus loin. Avant l'audition où je suis passé au mois d'octobre, le CSA avait déjà pris sa décision d'octroyer la chaîne à quelqu'un d'autre. Oui, j'ai même vu un communiqué sortir aujourd'hui annonçant une certaine Zita TV. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Moi non plus, Danick, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est cette télévision-là qui va remplacer les autres télévisions. Mais ce monsieur qui a Zita TV, lorsque nous étions au CSA, en attente des auditions, puisqu'elles sont publiques, nous étions dans une salle, oui. Et il vient vers moi, il me dit, Emmanuel, est-ce que je pourrais diffuser sur ton multiplex? Oui. Je dis, ah bon, mais ça me paraît un petit peu prématuré de me poser ce genre de questions, parce que nous allons tout à l'heure concourir, on ne connaît pas encore la décision du CSA. Moi, j'ai 20 ans d'antériorité, je n'aurais jamais pensé que le CSA aurait pu prendre cette décision. Mais ne voilà-t-il pas que ce monsieur me posant cette question avant les auditions, ça laisse entendre aussi que c'était déjà bouclé. Je crois que cette télévision dérange des gens parce que nous recevons un certain nombre de personnalités politiques à la Martinique, mais africaines aussi. Oui. Et je crois que quelque part, ça doit déranger. Alors moi, je dis, le CSA est à 8000 km. Le CSA ne connaît pas nos habitudes télévisuelles, ne connaît pas les Antillais. Moi, lorsque je fais une émission musicale, je fais un déjeuner dansant et que je passe et que dans les EHPAD, les grandes personnes alitées ou regardent cette chaîne-là et se mettent à danser, moi je crois que c'est important. Lorsque nous faisons des émissions pour ouvrir la conscience des Martiniquais sur des choses que nous subissons, il ne faut pas oublier que la Martinique et la Guadeloupe est empoisonnée pour 700 ans. Le chlordécone tue des gens martiniquais en Guadeloupe pour les cancers, pour l'infertilité, pour beaucoup de choses. Et nous parlons de ça sur notre chaîne. Je crois que Serge Letchimy, président d'une commission, a déposé son rapport dernièrement. Il va s'en expliquer d'ailleurs sur autres télévisions tantôt. Je crois que parler de ça, les gens ne semblent pas être d'accord. Alors, sincèrement, Danick, je ne sais pas quelles sont les motivations du CSA, mais je sais que c'est une décision inique, arbitraire et qui n'a pas de sens. Mais est-ce que, Emmanuel, j'imagine qu'il y a quand même une réaction de la part des téléspectateurs martiniquais sur cette affaire? Énorme, une réaction énorme. Nous avons lancé une pétition qui est déjà à plus de 600 vues. Oui. Nous avons fait une retraite au flambeau vendredi soir avec une prise de parole devant notre télévision. Et samedi 7 à venir, nous faisons une marche en Fort-de-France avec les élus, avec la population martiniquaise, avec des groupes de tambours pour pouvoir alerter les gens. C'est énorme. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, Danick, sur la manière dont ça a été communiqué. Lundi, à 11h02, j'étais dans une banque en train de faire des versements pour la télévision. Je reçois un appel d'une dame qui s'appelle Nathalie Sonac. Oui. Cette personne fait partie du collège du CSA, c'est-à-dire un des sages. Une des sages. Et elle me dit, je vous cours depuis vendredi après pour vous annoncer personnellement que vous n'êtes pas retenu. Ouais. En 20 ans de pratique de télévision, je n'ai jamais eu ce genre de dialogue avec le CSA par téléphone. C'est incroyable ça. Que je sois reçu ou que je sois éliminé, le CSA envoie toujours un courrier recommandé avec une lettre simple et en disant que j'ai un certain laps de temps pour m'adresser au tribunal administratif. Aujourd'hui, le CSA communique par voie de presse à ce jour, lundi 2 décembre. Je n'ai toujours pas reçu un courrier du CSA me disant que j'ai été rejeté et que voilà les raisons qui ont motivé le rejet. Parce que j'attends cette lettre pour pouvoir m'adresser au tribunal administratif. Parce qu'il y a une possibilité de recours quand même, Emmanuel? Oui, c'est ça, le tribunal administratif. Oui. Et puis le recours sur lequel j'espère et que je compte, c'est la population martiniquaise qui va se mettre debout devant une décision comme ça, qui est arbitraire, qui est unique. Il faut qu'on arrête de fermer la bouche des Martiniquais. Oui. Nous poisonner nous, parler actuellement nous parler. Vous parlez nous dire qu'on poisonne nous parler de problèmes que nous avons en pays, ou bien qui ça? Bien sûr.
Donc aujourd'hui, je suis un petit peu en colère parce que je trouve vraiment que c'est une décision arbitraire. Je ne comprends pas ça. Et je pense que le peuple guadeloupéen comprend ça parce qu'on n'arrête pas d'avoir des messages de soutien. C'est bien la raison pour laquelle on vous a fait intervenir, parce qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui regardent votre chaîne aussi et qui nous ont fait part de ce ressentiment. Et je pense que vous avez un soutien des Guadeloupéens qui vous regardent, aussi bien en Guadeloupe qu'en France en ce moment, puisque notre chaîne passe aussi en France. Et j'imagine que le CSA devra tenir compte de cette colère qui va s'exprimer. Elle va s'exprimer. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent. Il n'y a pas de honte à revenir sur une mauvaise décision. Le président Macron, lui-même, lorsqu'il a vu que ça chauffait pour les Gilets jaunes, il a organisé des colloques un petit peu partout pour écouter la colère des maires et des élus. Et il est revenu sur un certain nombre de décisions. Il est venu en Martinique. On lui a fait comprendre que l'histoire de 4 C au point d'affaires, Baïdan n'a pas bon. Eh bien, quand il est rentré dans son pays, il a fait enlever les 4 serpents sur la tenue des gendarmes. Donc, je ne vois pas pourquoi le CSA ne peut pas comprendre qu'il faut revenir sur une décision comme ça. Emmanuel, de toute manière, nous avons force là, nous avons espéré que vous avez continué, vous avez émoli et que Martinique et Guadeloupe et Guyane, tout le monde qui a regardé télé là, qui base votre force là aussi pour obliger le CSA qu'il ait à ces décisions-là. En tout cas, Kembe fort et nous l'avons. Et merci beaucoup à Canal 10 et à sa responsable ainsi qu'à toi. Pas de problème. 12h42 minutes et je vous l'ai dit, nous allons recevoir exceptionnellement en avance sur le timing prévu et Damisso, Jean-Luc Divial, bonjour. Mboté, voilà. Tout de suite le générique et on se retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique, hein, de l'Égypte, hein, c'est bien cela. Oui, un aspect méconnu de l'Égypte qui est la période prédynastique. Ouais. D'accord. Générique et on démarre. OK. Alors, pour être dans le ton, Jean-Luc, je me suis mis aujourd'hui en mode égyptienne. Voilà. Oui, voilà, je vois les couleurs de Sa Majesté Toutankhamon. Voilà, roi de la fin de la 18e dynastie. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous emmener visiter le musée nubien. Oui. Parce que, en fait, il y a un aspect méconnu. Et quand on parle de l'Égypte, on pense tout de suite aux pyramides, on pense à Toutankhamon. Mais cette histoire-là n'est pas venue comme ça du fait d'un coup de baguette magique. Il y a une antériorité et donc j'ai souhaité partager un peu le fruit de ces éléments avec nos téléspectateurs et nos auditeurs. Voilà. Alors je voulais juste, Jean-Luc, te poser une question pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Quand on parle de l'époque égyptienne, c'est combien d'années avant Jésus-Christ? Parce qu'il faut que ça soit clair pour que les gens comprennent bien que toutes les trouvailles, toutes les recherches, tout ce qui a été fait, ça a été bien avant l'Occident chrétien et européen. Eh bien voilà, tout à fait, Danick. Voilà pourquoi je souhaitais vous présenter un personnage qui est moins médiatisé que les autres. Hein. On connaît tous Zahi Hawass et son fameux chapeau de couleur marron et qui débarque sur les sites archéologiques pour montrer l'Égypte aux caméras. Oui. Mais on connaît moins le docteur Khaled Sadr qui est le directeur au ministère des Antiquités égyptiennes. C'est un docteur en histoire et en archéologie. Alors je ne sais pas si on peut le voir ici à l'image, hein, parce qu'on n'a pas de retour aujourd'hui. On le voit. Oui, et vous allez voir que ce monsieur, il a fait une révélation fracassante le 21 février 2018. Comme par hasard, la presse internationale était un peu, la presse occidentale était un peu absente. Oui. Et il dit ceci: nous avons en Égypte des sites archéologiques qui remontent à 150 000 ans. 150 000 ans. Voilà, avant l'ère chrétienne. Oui. Et même des preuves archéologiques qui font remonter à moins 500 000 ans. Donc vous voyez. 500 000 ans. Oui. Alors, on était loin. Non, je posais la question justement parce que il faut que ça soit clair. Oui, il faut que ça soit clair. Donc les premières traces humaines, c'est moins 500 000 ans. Les premières petites agglomérations, on va dire, les petits villages autarciques, c'est moins 150 000 ans. Le premier village qu'on retrouve dans la région et on va rester sur cette image pour l'instant, le premier
villages où on retrouve tous les éléments culturels, architecturaux, qu'on va retrouver après dans les pyramides, dans les temples, c'est moins 15 000 ans, et c'est dans la région du Sinaï. Vous savez, c'est une région désertique, donc parfois le sable peut couvrir pendant des milliers d'années certains éléments, et puis après un jour le révéler parce qu'il y a une tempête qui balaie tout. Et c'est comme ça qu'on a découvert ce village, avec des maisons en forme circulaire, en pierre de taille, avec les mêmes pigments qu'on retrouve pour le traitement de la couleur dans les temples, hein, en ce qui concerne les fresques et les écritures. Par exemple, au temple de Ramsès III, que vous allez visiter la semaine prochaine, hein, grâce aux images. Et donc, il est encore plus ancien que celui qu'on pensait avant, vers moins 13 000 ans, dans les confins de la Turquie. Vous voyez? Et donc, l'Égypte a connu une période, effectivement, après le néolithique. Et c'est cette période, il y a deux grands foyers. C'est dans la Basse-Égypte, hein, et dans la Haute-Égypte. Alors, la Haute-Égypte, c'est plutôt la région de Nagada, hein, c'est aux alentours de moins 5 000, moins 7 000. Et dans la région qu'on appelle Mahat Abou, dans le nord de l'Égypte, en fait la Basse-Égypte, où ces deux premiers embryons, on va rester un peu sur les images s'il vous plaît, ces deux embryons de sociétés commencent à se développer, vont aboutir à des empires, et puis nous allons voir ce qui va advenir de ces empires. Donc vous voyez, on sort du néolithique, et l'homme commence à écrire, parce qu'en réalité, on peut considérer que c'est de l'art simplement, mais c'est déjà les embryons de l'écriture qui se manifeste. Image suivante, s'il vous plaît. Et donc, vous voyez aussi le début de la fabrication des outils, hein, en silex, hein, le travail du silex. Ceci intervient bien avant ce qui va se faire, par exemple, en Europe. Image suivante. Voilà, encore la fabrication des outils. Donc ici, ce sont les pointes de harpon et les pointes de flèche surtout. Vous savez que le harpon est à l'origine, la pointe de harpon est à l'origine aussi de la numérotation, le chiffre 1. Ici, c'est un harpon particulier, hein, mais j'aurai l'occasion certainement de vous montrer vraiment comment on passe de la pointe du harpon au chiffre 1 avec un concept logique, c'est qu'avec un harpon, on ne peut prendre qu'un poisson à la fois. Juste une question. Ces outils sont fabriqués par qui à cette époque-là? Eh bien, ce sont... alors, on appelle cette population le groupe A. On considère qu'il y a 3 groupes humains qui se sont succédés dans cette région de la Haute-Égypte, hein, la région de la Nubie. Et c'est le groupe C. On est encore dans cette période où le groupe A se manifeste. Voilà. Et on sort du néolithique et on va rentrer vraiment dans l'histoire de l'Égypte. Hein. Je vous ai bien dit qu'en Égypte, les hommes arrivent vers moins 20 000 ans, mais les embryons de civilisation commencent à se manifester vers moins 15 000 ans. Et c'est cette signature qu'on retrouve dans le Sinaï, qu'on retrouve en Basse-Égypte, qu'on retrouve en Haute-Égypte. Image suivante. Alors vous voyez qu'après le style se raffine, hein, on commence à s'approcher de la période de moins 3500, moins 3200 ans, et ce sont ici des outils rudimentaires, enfin ce sont des armes, hein, ce sont des pointes de massue, des têtes de massue, et vous voyez déjà qu'il y a un niveau de finition qui commence à se dessiner. On continue. Alors évidemment, vous voyez que les outils aussi, pour concevoir des vêtements, eh bien, il faut des outils. Ici, ce sont des aiguilles qui servent. Voilà. Et bien, vous voyez que cette aiguille-là s'appelle kémé. Kémé, c'est le nom de l'aiguille qui sert à lier les peaux, pour fabriquer les premiers vêtements, les premiers habits. Et donc ce kémé-là, en réalité, quand on dit kémet pour désigner l'Afrique, c'est ça. Parce que pourquoi? C'est une fédération. Et l'aiguille, elle sert à quoi? Elle sert à coudre les peaux ensemble. Donc en fait, l'image de l'État dans l'Afrique traditionnelle, c'est le vêtement en fait. Et celui qui est en charge de la stabilité de l'État doit veiller sur les coutures. Il veille sur l'État comme le couturier veille sur les coutures. Et c'est ça le chef. Le chef, la mission, c'est de garantir la cohésion. On passe à l'image suivante. Donc encore, vous voyez un style particulier d'aiguille. Donc vous voyez qu'il y a toute une technologie qui se développe puisque des styles différents d'aiguilles apparaissent. Certains sont faits à base d'aiguilles de porc-épic, d'autres aussi ce sont des os de mammifères. Hein. On passe à l'image suivante.
Voilà, et donc voilà encore un autre élément. Et vous voyez que cet élément-là aussi est responsable. On va le retrouver tout à l'heure, je vais vous le montrer, et dessiné dans ce qui est déjà le début de l'écriture. Donc ce sont des forêts qui servent à justement percer des peaux aussi. C'est la même fonction que l'aiguille. On continue. Donc le traitement du cuivre, hein, le traitement des matériaux, il faut savoir que ce cuivre-là, vous savez, dès moins 3000 ans, vous savez où est-ce qu'il est, récupéré? Dans une région qui s'appelle aujourd'hui Poverty Point. Vous savez dans quel pays ça se trouve? C'est aux États-Unis. En Louisiane, exactement. Oui. Donc quand on nous dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, vous savez, il faut mettre des parenthèses à tout. Voilà. Donc on continue. Il est arrivé simplement. Voilà, c'est le premier. Alors voilà une image qui aurait fait très plaisir, je pense, à notre camarade Katharina Jacobson, puisque à cette époque, voici le type de sépulture auquel on assiste. Et c'est un peu le même canon qu'on retrouve chez les Amérindiens, la position quasi fétale, hein, ici, du défunt, et ensuite on le présente avec, on l'inhume avec ses objets rituels, les objets auxquels il était attaché, donc les bijoux, ses reliques en fait. Voilà. Image suivante. Et donc à cette période, vous voyez que c'est aussi le début de l'écriture, la symbolique de l'eau est signifiée par les dessins. Hein. Vous voyez que la céramique connaît ses débuts. Entre parenthèses, ceci doit vous rappeler un instrument utilisé par nos anciens ici en Guadeloupe et en Martinique. Hein. C'est notre fameux coconeg, voilà, avec les anses et tout. Voilà, et qu'on retrouve justement. Chez les Amérindiens aussi, on retrouve ce type. Oui, tout à fait, tout à fait. Fabrication. Ça correspond à une certaine période et une certaine avancée technologique de l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité. Donc ceci se dit Negnega, et Negnega c'est aussi le nom de la divinité. C'est pourquoi on le retrouve dans la graphie pour désigner justement le Noun qui est le stade primordial de l'univers et du divin. On passe à l'image suivante. Donc voilà encore notre fameux pot, Negnega. On continue. Et voilà, ici nous sommes à la 6e dynastie, donc c'est une période déjà, j'ai parlé de période prédynastique, mais vous voyez qu'ici apparaît déjà la peinture, et donc vous voyez que le canon artistique qui sera repris pendant des millénaires en Égypte est déjà présent, avec cette assiette qui figure un chasseur avec son arc, accompagné de ses chiens. L'un d'entre eux chasse le lièvre, il y a une antilope, il tient une antilope, le chasseur, et de l'autre côté, vous voyez un singe. Image suivante. Et très tôt commence l'exploitation en Nubie de l'or, parce que Nubie, c'est aussi le nom de l'or. Vous voyez, quand on dit Nebo, par exemple, comme nom de famille chez nous, il faut savoir que c'est le nom de l'or, en réalité. Donc, on continue. Et voilà les premières attestations de l'apparition de l'écriture, et on s'aperçoit ici déjà que les éléments culturels et spirituels de l'Égypte sont déjà en présence. Vous avez la devanture d'un temple, au-dessus de laquelle figure un faucon. Le faucon, c'est Horus, et c'est aussi l'image du roi. Et vous savez que cette devanture du temple, c'est ce qui va donner plus tard le cartouche, parce qu'au départ, on fait figurer le nom du roi dans un rectangle, et ensuite ça va devenir un cartouche. C'est une façon aussi, c'est une figuration de l'univers, du soleil, c'est une façon de dire qu'il est placé au rang des dieux. Dans la tombe d'un nom très connu en Guadeloupe, ça, Abydos. Abydos, oui, vous voyez, mais en réalité, la prononciation, c'est Abdou. Bon, mais c'est une grécisation du terme, en réalité. C'est Abdou, c'est l'île aux éléphants, c'est la ville aux éléphants. On continue. Et donc, vous voyez que voilà un fragment dit de la palette du tribut libyen, toujours à Abydos, donc Nagada, 3. Donc vous voyez, il y a eu 3 époques dans cette région dont je vous parlais tout à l'heure, de la Haute-Égypte, qui s'appelle Nagada. Donc nous sommes entre 3200 et 3000. Et voilà, c'est un morceau de schiste. Et vous voyez qu'il y a 7 cités fortifiées qui sont, dont on montre qu'il y a différents régnants qui les ont fondées, parce que vous voyez que chaque
animal totem tient une houe, et la houe, c'est le symbole de la fondation, justement, parce que c'est comme si il joue les géomètres, c'est-à-dire qu'il délimite les frontières de la ville. Et donc, vous avez une fortification. Vous avez vu que la dernière fois, je vous ai montré la cité de la fortification de Bouen, le fort de Bouen. Et vous voyez que c'est le même canon artistique qui est repris ici. Donc, on continue. Et voilà un élément très très intéressant à analyser, c'est l'encensoir de Koustoul. Nous sommes en Basse-Nubie, c'est le groupe A, c'est-à-dire le premier groupe d'humains qui sont attestés dans cette région. Et l'idée a été de rouler un peu cet encensoir qui était délabré, de le reconstituer et de le faire rouler sur de la pâte à modeler pour voir quels sont les éléments culturels qui ont été dessinés par le scribe. Oui. Et voilà ce qu'on peut voir avec l'image suivante. Eh bien, on s'aperçoit en fait qu'au milieu, vous allez voir que le pharaon tient déjà un sceptre, il a la coiffe de la Haute-Égypte, hein. Ouais. C'est le pays du coton, donc la coiffe elle est blanche. Ensuite, en face de lui, il y a le faucon qui est devant le temple, justement, donc Horus. Vous avez la devanture du palais. Bon, il faut savoir que les palais, c'était souvent construits en bois au début et en terre crue, donc ceux-ci n'ont pas survécu aux différents millénaires. Et ce qu'on retrouve, ce sont toujours les palais d'éternité parce que eux, ils étaient construits en pierre de taille. Ensuite, on voit aussi la figuration de la barque, on voit aussi un babouin, une antilope, et les éléments, on peut dire que les éléments, dès cette période, les éléments culturels qui vont aboutir à l'Égypte, que tout le monde magnifie et que tout le monde vient visiter, sont déjà présents. Et nous sommes à la fin du 4e millénaire. Ça, c'est l'hypothèse basse. Il faut savoir que les égyptologues hésitent entre une classification, une hypothèse basse, c'est-à-dire qu'on dit que tout ceci s'est déroulé sur à peu près 3500 ans, et une autre qui dit que ça remonte à beaucoup plus loin. Le docteur Sadre, lui, tape plus sur 7000 ans. Et puis on va terminer avec cette image pour vous montrer que cette Égypte, voilà ce qui va lui arriver, cette Égypte qui s'est développée dans le sud et celle qui s'est développée dans le nord, c'est-à-dire Haute et Basse Égypte, vont être un jour fédérés parce qu'il y a une confrérie qui débarque, c'est la confrérie des Congo. Le nom est figuré ici par le poinçon, je ne sais pas si vous le voyez, entre les deux têtes de taureau, hein, sur l'image que vous avez à droite. Vous avez un poisson et un poisson et un poinçon. Et le nom pour désigner le poisson, c'est Congo. Et ensuite, le poinçon aussi se dit Congo. En fait, c'est le roi Narmer initie une nouvelle confrérie qui va gouverner l'Égypte pendant assez longtemps, qui est la confrérie des chasseurs de léopards, et qui va instaurer vraiment cette unification de la Haute et de la Basse Égypte. Bien sûr, ça ne se fait pas dans la paix royale, hein. Il y a évidemment des heurts, puisqu'il y a ceux qui sont mécontents, mais finalement, le roi finit par réaliser cette unification. Et quand on parle de la place des femmes dans la société africaine, j'aimerais quand même qu'on revienne 5 minutes sur cette image. Vous allez voir que dans l'image de droite, le pharaon, il y a un personnage qui avance devant le pharaon, qui est beaucoup plus court. Eh bien, c'est le Premier ministre. Et c'est une femme. Voilà. Donc j'en aurais fini pour cette fois-ci. La prochaine fois, nous rentrons dans les temples. Merci à notre ami Jean-Luc Vivial pour cet éclairage sur l'Égypte ancienne. Et je vous rappelle quand même qu'il a dit dès le début, les fouilles dateraient d'au minimum 150 000 ans avant l'ère chrétienne. C'est dire que les civilisations afro-égyptiennes ou africaines tout court, eh bien, ne dites pas d'aujourd'hui. Et je rappelle, puisqu'on le dit souvent, on oublie quelquefois, que l'homme est né. Où ça? Ben, en Afrique. Absolument. Merci. 12h59 minutes. On prend la pause pub et on se retrouve tout à l'heure pour le grand débat sur l'information, émotion ou information dans le traitement de l'information. Mais ce sera avec nos amis journalistes qui reviennent tous de Yaoundé. Dans un instant, pour l'instant, ben, c'est la pause pub et à partir de 13h03 à peu près, on se retrouvera pour le débat. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h09 dans le ZCL News en direct de Canal 10, en direct aussi de RHT et de C10FM, nos deux radios partenaires. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons recevoir sur le plateau un panel de journalistes informés
en émotion d'ailleurs. Je vais commencer par notre ami Monsieur Dancal. Bonjour. Bonjour, rédacteur en chef de Nouvelle Semaine. À côté de lui, notre confrère de la radio du peuple, n'est-ce pas? Guadeloupe Première. Oui. Gilbert Pesmaï. Oui, le service public, la radio d'État, oui, avec des journalistes guadeloupéens dedans. Voilà. Majorité. Et qui ne travaillent pas sous le coup de l'émotion. J'ai bien compris ça. Avec nous, le directeur de RHT, M. Cornélie, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, le rédacteur en chef, le directeur de la publication de l'hebdomadaire guadeloupéen bastérien d'origine, Le Progrès Social, Jean-Claude Roth, bonjour. Bonjour. Alors, à l'exception de Gilbert Pesmaï, qui n'était pas dans les valises de l'UPF, pour une fois, n'est-ce pas? Oui. On était au lit. Bien sûr, mais vous aimez les valises, mon cher. L'ensemble de nos entre confrères, la région et l'UPF. Voilà, exactement. L'ensemble de nos confrères se trouvaient à Yaoundé du 18 au 22 novembre, où se tenaient les 48e assises de l'UPF. L'UPF, c'est l'Union de la presse francophone. Cette année, le débat était particulièrement intéressant, puisque la thématique retenue était journalisme d'émotion ou journalisme d'information. Alors, bien évidemment, des journalistes de tous les pays francophones sont intervenus là-bas, à Yaoundé. Il y a eu des discussions et des ateliers très intéressants. Et j'ai eu l'impression que pour nous, Guadeloupéens, c'était quelque chose d'aussi passionnant. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui réunir nos trois confrères, plus un confrère qui n'était pas là-bas. Et c'est avec lui qu'on va commencer. Comme vous dit Gilbert Pesmaï, journalisme d'émotion ou d'information. Je réponds tout de suite, je ne sais pas. Ça ne me parle même pas. Journalisme d'information, ça me parle. Journalisme de solution, ça me parle. Oui. D'accord, mais le journalisme d'émotion, non, ça ne me... Vous voyez pas du tout ce que ça fait. Non, mais très sincèrement, j'essaie de comprendre et je veux bien que mes confrères me parlent de cette problématique-là. Jean-Claude Roth va commencer. Journalisme d'émotion. Bon, alors, il faut peut-être, avant de répondre à la boutade de Gilbert, parce que je sais très bien qu'il maîtrise ce sujet-là aussi bien que nous. Il ne faut pas se faire division. Juste rappeler quand même que le thème justement de ces 48e assises, qui, au départ, je me rappelle lorsqu'il avait été proposé, parce que, comme vous savez, je fais partie du bureau international de l'UPF, c'est vrai qu'il avait suscité quelques interrogations de savoir quelle en était la pertinence. Oui. Or, on s'est rendu très vite compte que, avec justement l'émission des réseaux sociaux, qui fonctionnent essentiellement sur la base de l'émotion, puisqu'on est toujours à la recherche de la dernière information, de faire vivre en direct des événements sans justement, non seulement sans vérification, mais sans justement prendre le recul nécessaire que chaque journaliste professionnel est censé prendre pour analyser l'événement qui se passe, le traiter, prendre du recul, le remettre en perspective, de façon à ce que les auditeurs, les lecteurs, les téléspectateurs puissent avoir une information qui soit d'abord traitée. Et c'est vrai que à travers les débats qu'on a eu à Yaoundé, on s'est rendu compte qu'il y a quelque part un curseur à placer entre justement l'émotion et l'information. Oui. Parce qu'on ne peut pas non plus faire du journalisme que du journalisme d'information à froid. C'est pas possible, on est des humains. Donc, et non seulement on est des humains, mais si on ne faisait que ça, on se ferait rapidement aussi déborder, il faut le reconnaître, par d'autres médias qui, eux, seraient à la recherche de susciter, de créer ou de jouir de cette émotion pour en faire comment dire, pour faire un sujet et en profiter. Donc, en ce sens-là, c'était une thématique qui est vraiment d'actualité. Tout à fait. Et je pense que c'est un peu l'avis de notre ami Dancal. L'émotion pour vous est importante dans le traitement de l'information dans un pays colonisé? Tout à fait. Bon, pour reprendre ce que disait Jean-Claude, il est clair que
l'arrivée des réseaux sociaux, la vitesse de traitement de l'information ayant changé, forcément, il y a cette espèce de course qui fait que on est très tenté de rattraper les réseaux sociaux, mais il nous faut conserver ce recul nécessaire pour l'analyse. Mais une chose importante aussi qui est apparue pendant les débats, c'est ce sont les situations différentes qu'on connaît en Occident, on va dire, dans des pays occidentaux et des pays notamment de l'Afrique, mais nous aussi on est dedans, dans la Caraïbe, où très souvent on est impliqué. Alors, si on prend le cas de l'analyse de ce qui s'est passé en 2009 ou même l'hôpital tout récemment, c'est très difficile c'est très difficile de ne pas être impliqué parce que nous sommes aussi au cœur des événements et il y a forcément un curseur à placer, c'est certain, mais on est concerné, on est acteur aussi de ce qui se passe dans le pays. Et forcément, ça change aussi la distance que nous avons pour traiter l'information. Alors précisément, je m'adresse à la fois à Gilbert et à Woody Corneli, puisque Woody Corneli, sa radio est souvent sur les événements sportifs, notamment Tour de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, etc. Est-ce que, de ce point de vue-là, et la question s'adresse aussi à Gilbert Pinsmal, qui outre son travail d'information le matin à 7h, fait aussi dans le sport, est-ce que dans le traitement de l'information sportive, l'émotion est nécessaire ou au contraire, il faut faire fi? Non, l'émotion est tout à fait nécessaire. Gilbert ne va pas me démentir. Sur un événement, exemple comme le Tour de la Guadeloupe, pour faire vivre celui qui relance les motos, s'il n'a pas ce brin d'émotion pour permettre de vivre, mais celui qui est sur la moto, son rôle c'est effectivement relater ce qu'il voit, mais aussi transmettre par l'intermédiaire de la radio, exemple de la radio, l'image. Et ce brin d'émotion, il le faut. Mais il faut savoir gérer son émotion, c'est-à-dire celui qui transmet, il a cette émotion sous le reportage sportif, mais on doit le gérer. Et juste pour revenir à ce que disait Jacques, aujourd'hui, on parle de journalisme d'émotion. Oui, parce qu'il y a eu l'existence des réseaux sociaux. L'émotion a toujours existé dans le journalisme, mais la déontologie, donc ceux qui ont fait l'école de journalisme savent que cette émotion, il faut savoir la gérer. Et au moment que le journaliste peut gérer son émotion, il devient un très beau professionnel de journaliste d'information. C'était un peu le sens de ma boutade de tout à l'heure, parlant de journalisme d'information, journalisme d'émotion. Oui, l'émotion a toujours existé dans nos métiers, et c'est surtout, au-delà de l'émotion, c'est notre capacité à faire ressortir notre part d'humanité en donnant les informations. C'est ce qui est important. Oui, dans le sport, il y a de l'émotion. Nous sommes les yeux. Il y a plus d'émotion, plus d'informations. Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Non, dans le sport, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi de l'information. Le problème, c'est que bien souvent, l'émotion et le ton qu'on donne prend le pas sur l'information. Oui. Quand vous êtes, je sais pas moi, quand vous donnez une arrivée, l'arrivée d'une étape en direct, oui, et que vous montez le ton crescendo, oui, vous donnez l'information, oui, mais vous créez de l'émotion chez ceux qui vous écoutent. Oui. Et c'est toute la difficulté, c'est d'être en capacité de donner de l'émotion, mais en même temps de l'information. Oui, dans le sport, il y a beaucoup d'émotions parce que quand vous retransmettez, oui, un match de foot, un match de basket, un tour de la Guadeloupe, une épreuve cycliste, si vous n'êtes pas capable de faire passer de l'émotion, personne ne vous écoute. Personne ne vous écoute. Non, mais c'était juste une boutade, c'était pour cette fameuse anecdote où il y avait c'est Jacques Griner qui transmettait une course cycliste, oui, et puis à un moment il décrit le sprint avec émotion, et puis tout à coup il y a un chien qui traverse et il dit chien la vache. Tout à fait. Alors par contre, l'autre question qui s'adresse à ceux qui font de la presse écrite, comment on traduit l'émotion dans un reportage écrit, dans un papier? Parce que d'une manière générale, on le comprend à la radio, on entend la voix de Daniel Marius ou des journalistes. De Claude Sébrica aussi. De Claude Sébrica chez nous. Alors chez Woody aussi, les journalistes. Etc. Mais dans un papier, Jean-Claude écrit souvent des éditos qui sont repris dans le CCN régulièrement. Où est cette partie de l'émotion quand tu écris ton papier? Alors, c'est peut-être pas dans le cadre de l'édito, mais par contre, retransmettre une émotion dans un reportage ou un article, oui, ça se fait très régulièrement. C'est pas émotion, ça ne veut pas dire immédiateté. Oui. On peut créer une émotion. Par exemple, si on fait un reportage, je donne une idée comme ça, on fait un reportage sur une personne handicapée, mais qui fait des choses que nous-mêmes, personnes qui ne portent pas d'handicap, on ne serait pas capable de le faire.
documentaire. Donc, on trouve les mots qu'il faut pour montrer à quel point cette performance de cette personne crée une admiration, crée une émotion, suscite peut-être même aussi des envies d'autres personnes d'aller avec elle. Donc, ça peut se faire, je pense que ça se fait, et même si on décrit, on peut aussi décrire une manifestation et retransmettre. C'est le choix des mots. Oui, voilà, le choix des mots, le rythme des phrases. Ce que je dis, c'est pas forcément parce qu'on écrit une semaine après qu'on n'est pas capable. N'efface pas l'émotion, c'est ça? Non, on est capable de la susciter, peut-être même lorsqu'il n'y en a pas beaucoup, on peut peut-être même en rajouter. Bien sûr. Mais Gilbert a employé le bon mot tout à l'heure, il a employé le mot d'humanité. Je pense que c'est peut-être ça qu'on devrait peut-être même dire à la place. C'est vraiment faire ressortir notre humanité, parce que nous existons à travers ça et nous parlons à des personnes. Donc il y a pas du métalangage, mais au-delà des faits eux-mêmes, on transmet aussi autre chose. Alors, dans la presse écrite, il y a un autre moyen aussi, c'est la photo. Oui, d'ailleurs, il y avait un atelier sur le photojournalisme qui était extrêmement intéressant, puisque dans cet atelier, il y avait un photographe malien qui est devenu par la suite, qui à l'époque était un photographe artistique, mais qui est devenu par la suite un photographe de l'humanitaire. Oui. D'accord? Et il nous montrait comment, à partir de photos qu'il avait prises, comment ces photos-là qu'il vendait à des ONG ou à des agences gouvernementales, etc., comment ces photos-là étaient réinterprétées. Alors, il nous avait donné un exemple. C'était celui d'une petite fille qui était sur un brancard dans un hôpital qui venait d'être repris par les forces royales. Donc, il arrive, il fait la photo de la gamine, et quand la gamine le voit, la gamine tend la main pour toucher l'appareil photo. Et il fait cette photo-là. Il vend cette photo-là pour Médecins sans frontières et pour aussi une ONG américaine, et qui en font la photo de base d'une campagne de collecte de fonds en mettant comme légende elle demande votre aide, ou elle fait appel à vous. Oui. Parce que la gamine tend la main. Oui. En fait, elle voulait toucher l'appareil photo. Oui. Donc voilà, à partir d'une photo qui chez lui a créé une émotion. Oui. Et on utilise cette même photo-là pour créer une autre émotion de façon à susciter une réaction. Et pour enchaîner là-dessus, je crois qu'il y a aussi un aspect qui a été beaucoup abordé. Je crois que Danick a participé à un atelier là-dessus. C'est celui de la manipulation, justement. Parce qu'avec l'émotion, on peut manipuler beaucoup. Alors, ça peut être positif, mais très souvent, c'est négatif. Peut-être que tu peux en dire un mot. Et puis, je vais juste rajouter, Danick, tu le sais bien, il y a une écriture aussi de la photo. La photo, on écrit aussi. Il y a un langage. Donc, on peut faire passer de l'émotion à travers une photo de presse. Mais tout, et Jean-Claude l'a très bien dit, tout dépend de l'interprétation, de l'utilisation que l'on fera de cette photo. Un autre exemple, rappelez-vous du début de la guerre en Syrie, c'est lorsqu'il y a eu la fameuse photo du petit garçon sur la plage. Et qui a créé une émotion mondiale. Ça a été de partout dans le monde. Et tous les médias du monde entier se sont focalisés sur cet événement, qui jusque-là était plus ou moins traité par des soulèvements. Les premières images du CHU en flammes ont créé une émotion incroyable en Guadeloupe. Vous l'avez tous vécu, j'imagine. Oui, bien sûr. Et ça aussi, l'utilisation de la photo, la seule image, on monte un CHU, on voit des flammes et de la fumée, obligatoirement, les gens sont d'émotion. Alors, tout à l'heure, après la pub, on va revenir sur les réseaux sociaux et l'émotion, parce qu'il y a une autre dimension dans l'information aujourd'hui qui est intervenue, et on en a parlé aussi à Yaoundé, c'est le rôle des réseaux sociaux et dans la question de l'information et de la manipulation, bien sûr, et aussi, bien sûr, de l'émotion. On prend la page de pub un tout petit peu, une minute en avance, et on revient tout à l'heure sur la suite de ce débat où je reçois pratiquement, et c'est extraordinaire, 4 membres de l'UJMG. C'est incroyable. Tout à fait.
Voilà, il est 13h30 dans le ZCL Retour, donc sur le plateau de ce débat avec nos confrères de JFJ qui étaient tous moins un, sauf Ismaël à Yaoundé, qui ont assisté, qui ont participé de façon très active à ces 48e assises de l'UPF. Alors, je voulais, messieurs, avant d'aller plus loin, juste un mot quand même, puisque c'est l'actualité aussi, le journal France Entier est presque en disparition, on ne sait pas. On sait déjà que notre amie Nathalie Dinan fera partie du plan social, elle l'a confirmé encore ce matin. Juste une petite réaction sans émotion sur l'avenir de France Entier. Moi, je suis triste. Vous savez, chaque fois, pour un journaliste, chaque fois qu'un média disparaît, c'est une perte pour la profession, c'est une perte pour nous-mêmes. France Entier, c'était une institution dans le pays. On ne peut pas accepter cette disparition. On est bien évidemment touché par cette disparition. En plus, il y a un certain nombre de confrères qui vont se retrouver en grande difficulté. Jacques? Oui, bon, moi je partage l'avis de Gilbert Pascal, notamment parce qu'on oublie très souvent que, chaque fois je le dis, hein, c'est une entreprise guadeloupéenne. Hein. Bon, elle l'est depuis très longtemps, même si l'actionnariat est aussi beaucoup ailleurs, mais c'est une entreprise qui employait 280 personnes. C'est énorme. On imagine n'importe quelle entreprise ici en situation difficile, ce serait dramatique. Je crois que là aussi, c'est la partie humaine hein, qui est grave. En plus, quand c'est un média, parce que ça veut dire que c'est un support d'information, donc un pilier de la démocratie, parce qu'on peut penser ce qu'on veut, hein. C'est un pilier de la démocratie en Guadeloupe, parce que ça permet à plein de gens de s'exprimer. C'est aussi un lieu de formation. Beaucoup de journalistes qui sont un peu partout ailleurs sont passés par France Entier. Oui, TV. Donc là, voilà. Donc c'est une perte énorme. On espère qu'il y aura une solution, même si elle est à minima, mais que le média va continuer et qu'il va surtout pouvoir repartir, on espère, même si pour l'instant on est plutôt dans la perspective d'une disparition en l'état. Donc je le dis, hein, donc, Jacques le dit, un média qui disparaît, c'est aussi la pluralité de l'expression qui disparaît en Guadeloupe. On peut être pro-France Entier ou pas. Aujourd'hui, ce sont des Guadeloupéens qui sont... pas que des Guadeloupéens. Oui, mais dès qu'on vit en Guadeloupe, pour moi, celui qui vit en Guadeloupe aujourd'hui, je le considère comme tel, un ensemble. Après, on pourra définir autrement le vrai Guadeloupéen, mais c'est encore remplir au niveau du Pôle emploi cette quantité de problèmes qu'il y a au niveau de l'emploi. Mais je le dis aussi que nous devons faire très attention, nous, responsables de médias, hein, car on va le constater de plus en plus, on risque d'avoir encore d'autres disparitions. Il faut aussi faire ce choix pour son média, permettre de pérenniser l'outil média quand on a un média ici en Guadeloupe. Juste avant votre arrivée, j'ai reçu Emmanuel Granier, le directeur de Zouk TV, qui vient se voir refuser la continuation de son média, Zouk TV en Martinique, et qui va être remplacé par une télévision qui s'appelle Zita TV, en passant par là, c'est Goublaï Soti. On me dit que peut-être qu'il y a aussi derrière ce groupe Zita TV. En tout cas, Zouk TV, probablement à partir du 30 mars, sauf changement, le logiciel du CSA devrait céder la place sur la TNT à Zita TV. J'ai encore une réaction sur ces deux disparitions programmées. C'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr. Non, pour revenir à France Entier, malheureusement ça s'inscrit dans un mouvement un peu général, notamment ce qui concerne la presse écrite, et nous sommes, Jacques et moi, très concernés par ça, puisque même au niveau de la France, je regardais la semaine dernière au niveau de l'île de la Réunion, il reste encore 2 quotidiens qui sont tous les deux en difficulté presque autant que France Entier. Et on assiste là véritablement à un tournant, je pense, une mutation profonde et ce que je constate, c'est que même les médias qui sont
je dirais, en ligne, qui sont dans le digital, n'ont pas non plus encore trouvé de véritable modèle économique qui leur permette de garantir leur survie. Et ça, ce sont vraiment des questions qu'on se pose. D'ailleurs, à l'UPF, on s'est déjà posé ces questions-là, notamment, je me rappelle, à Rabat, où on posait la question de l'entreprise presse, de l'immixtion de l'Internet. Ce sont des questions que se posent tous les médias dans le monde, parce qu'on ne pourra pas arriver à un moment où tout sera gratuit. Parce qu'il faut bien se dire que l'information, ça a un coût. Donc, c'est vrai que pour le consommateur, le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, c'est bien. Mais il y a un moment, il faut payer la mienne. Dans un petit pays comme le nôtre, se pose la question du marché, de l'état du marché publicitaire, mais aussi de la ligne éditoriale, aussi des choix qui sont faits, et puis les attaques permanentes des réseaux sociaux et d'Internet. Je veux dire, et à mon sens, peut-être qu'il y a une vraie réflexion à mener aujourd'hui. Quel type de journaux, quel type de quotidien qu'il faut faire pour avoir des lecteurs. La question ne se pose pas que pour la presse écrite, parce que la télévision, on le voit aujourd'hui, les journaux télévisés ont moins d'impact qu'il y a quelques décennies, et la presse radio, la presse radiophonique aussi, du fait que les gens ont aujourd'hui la possibilité de tout écouter sur... oui, aujourd'hui, ils font leur marché. Ils font leur marché. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande mutation des médias en général qui se pose en ce moment. Alors, justement, on arrive à la question des réseaux sociaux, et la question qui se pose, est-ce que les réseaux sociaux vont remplacer les médias traditionnels, entre guillemets? Certainement pas. Non. Certainement pas, à aucun moment. Je ne pense pas qu'on aura toujours cette habitude du média traditionnel. C'est aux médias traditionnels aujourd'hui de s'adapter, parce qu'il faut le dire, des médias comme Guadeloupe Première, comme les grosses chaînes, aujourd'hui, utilisent pour ramener, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ramener l'auditeur, on prend exemple, pour ramener l'auditeur à sa chaîne normale, il faut utiliser le média, c'est-à-dire savoir l'utiliser. C'est le modèle économique qu'il faut revoir par rapport à ce média traditionnel, mais utiliser les réseaux sociaux pour permettre de développer son média traditionnel. Donc il faut aujourd'hui s'adapter et avancer, parce qu'on avait dit que la TNT va tuer, le satellite va tuer la télé traditionnelle. On a vu qu'on s'est adapté. C'est l'adaptation aujourd'hui technique par rapport au public, qui effectivement fait son marché à gauche et à droite. Et aujourd'hui, les médias radio font des postats, font aussi des prédiffusions, lancent des sujets et donnent rendez-vous sur le média traditionnel pour continuer le débat. Et donc, je pense que ce style de fonctionnement peut encore faire évoluer le média traditionnel. C'est l'utilisation. Il faut qu'on soit très clair. Le média traditionnel, c'est la garantie aussi d'une des informations qui sont vérifiées et fiables, recollées, surtout vérifiées. Je pense fiabilité, mais aussi la vérification. Un vrai travail de professionnels qui est effectué. Maintenant, c'est vrai, il va falloir s'adapter, il va falloir trouver de nouveaux modèles et créer de nouveaux concepts. C'est sûr. La radio officielle Guadeloupe Première, c'est une radio aujourd'hui, enfin c'est un média transversal. Vous avez Mais parce que nous nous interrogeons aussi, nous interrogeons. Nous sommes, on le dit depuis maintenant plusieurs années, nous sommes transmédia. Oui. On s'interroge avec une complémentarité, la radio, Internet et la télévision. Oui. Et nous travaillons aussi de manière transversale. Mais maintenant, reste pour nous à aller un peu plus loin dans la déclinaison et peut-être dans l'écriture sur les différents médias. Pouvoir jouer la complémentarité peut-être un peu plus. Mais nous avançons. Mais moi, je trouve que c'est un très très beau challenge en même temps, même si c'est très difficile, parce que justement, pour une fois, on ne peut pas nous demander de copier ce qui se fait ailleurs, parce que c'est dans le monde entier. Jean-Claude
Claude l'a rappelé, dans le monde entier, c'est le même problème. Il n'y a pas de modèle. Nous, à l'occasion de nos voyages, mais même en échangeant tous les jours avec des confrères qui sont à l'extérieur, dans d'autres pays du monde, on voit bien que tout le monde se cherche. Les situations sont très différentes. Donc, c'est l'occasion pour nous vraiment d'inventer un journalisme, pas le journalisme en lui-même, il va rester pareil, mais d'inventer des supports, d'inventer la manière de les croiser, d'utiliser les réseaux sociaux, comme disait Gilbert, mais utiliser tous les supports pour qu'on puisse réinventer des entreprises aussi, parce que ce sont des choix économiques qu'il faudra faire, mais je pense que c'est un champ qui est ouvert. Alors évidemment, on est petit marché, c'est pas évident, ça veut dire aussi la coopération régionale aura peut-être du sens, il y a des choses à faire, mais c'est une belle occasion de tout refaire. Je vous fais écouter et voir une interview réalisée à Yaoundé d'un journaliste algérien indépendant, qui était journaliste à la télévision, qui a démissionné et qui est maintenant journaliste sur le net, s'appelle Khaled Draheni. On voit un petit extrait de cette interview qu'il nous a accordé à Yaoundé. Khaled Draheni, journaliste indépendant algérien, je dirige le média Casbah Tribune. Je suis correspondant de certains nombres de médias étrangers en Algérie, notamment de Reporters sans frontières. Oui. Alors quelle est la situation aujourd'hui en Algérie? La situation en Algérie, elle est inquiétante mais rassurante parce qu'une révolution pacifique a commencé le 22 février dernier avec des millions de personnes qui sortent chaque vendredi dans la rue pour réclamer liberté, indépendance et le départ de ce système. C'est une révolution qui dure depuis maintenant 9 mois. Les gens n'ont pas reculé, les gens n'ont pas fait de pause, ni pendant Ramadan, ni pendant l'été, ni pendant les vacances. Les gens manifestent sous la pluie, sous la grêle, dans le froid, sous le soleil de plomb, parce qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui en Algérie d'aller de l'avant, que ce système dégage et qu'il y ait une véritable démocratie qui s'installe. Et il y a beaucoup d'espoir dans ces manifestants qui sont composés à 90% de jeunes. Ça veut dire que le FLN est aujourd'hui complètement discrédité? Non, le FLN est discrédité, est hors course depuis très longtemps. D'ailleurs, il ne participe même pas à cette mascarade d'élection présidentielle. Les gens sont très déçus. Ce n'est pas le FLN de l'indépendance, c'est le FLN qui a confisqué l'indépendance, qui a mis en place un système non démocratique où la corruption a régné pendant des années. Et il y a une déception face au FLN et face aux autres partis politiques. C'est la même chose, y compris ceux du pouvoir ou de l'opposition. Aujourd'hui, le pouvoir est dans la rue. Aujourd'hui, le pouvoir est dans les collectifs, dans la société civile. Il y a un vrai désaveu pour tous les partis politiques en Algérie. Dernière question, vous êtes jeune, mais avez-vous entendu parler de Frantz Fanon? Bien sûr, Frantz Fanon est algérien. Frantz Fanon a milité. Frantz Fanon était un des ambassadeurs de l'indépendance de l'Algérie. Il dirigeait même une mission diplomatique à l'étranger. Il a écrit beaucoup de livres en Algérie. Un des plus grands hôpitaux d'Algérie porte le nom de Frantz Fanon. Après ça, il est mort avant de voir l'indépendance d'Algérie. Il est mort en 61, mais son épouse et ses enfants ont vécu en Algérie jusqu'à maintenant. C'est un des symboles de l'indépendance de l'Algérie, Frantz Fanon. Merci. En Algérie, situation particulière en Algérie, vous le savez tous, où la presse a été longtemps muselée et aujourd'hui, justement, il le disait, il a dit dans des interventions dans les ateliers qu'il y a un vent de libéralisation, de démocratie qui fonctionne en Algérie. Alors, question que je vous pose ici, est-ce que la presse guadeloupéenne subit des pressions? Est-ce que vous vous sentez totalement libre dans la démocratie française aujourd'hui? Je me demande s'il y a un pays où la presse ne subit pas de pression. Tout est toujours difficile. On est toujours dans des situations un peu compliquées, évidemment avec des latitudes très différentes. On peut considérer qu'en Guadeloupe, on est dans un pays relativement libre par rapport à des pays comme ceux-là qui sont quand même des systèmes autocrates, ou Haïti, où il y a eu 6 journalistes d'assassinés là récemment. Donc on est quand même dans une situation différente, mais forcément, moi je veux dire, en fonction des supports, on doit tenir compte de certain nombre de situations. Il est clair que l'avantage de vivre dans une démocratie où on peut rester en justice, où on peut se faire attaquer, parce que nous aussi, on a des procès, on va au tribunal, c'est quand même une garantie de liberté que nous avons encore dans nos pays. Record des procès de la presse guadeloupéenne, c'est le progrès social, Jean-Claude Roth. Oui, certainement. Non, mais enfin, la question que Danick vient de poser, moi je voudrais te la reposer parce qu'il me semble que j'ai lu un livre récemment qui s'appelait Journaliste en pays colonisé. Enfin, un livre. Le simple fait qu'il puisse l'écrire. Toutes ces chroniques compilées. Oui, mais en fait, le simple fait qu'il puisse l'écrire, ça donne peut-être une petite partie de la réponse. Et moi, tout est non, mais pour revenir peut-être aux assises, et c'est vrai, Jacques vient de le souligner, le fait qu'on participe, nous, délégation de l'UJMJ, qu'on participe régulièrement aux assises qui se passent dans tous les pays francophones de la planète,
je crois que ça nous donne une très grande ouverture, au-delà des échanges, des contacts qu'on peut prendre, mais ça nous permet surtout de nous comparer, de mesurer, voilà, de voir dans quelle situation nous-mêmes on est par rapport à d'autres qui quelquefois sont de très grands pays, quelquefois c'est des pays qui ont un passé démocratique qui est plus ancien que le nôtre, parce qu'on parle des pays africains, mais il y a tous les pays de l'Europe de l'Est. Regardez tout ce qui s'est passé très récemment en Roumanie. Il y a eu une élection présidentielle avant-hier là. Ou l'Amérique du Sud. Oui, mais pour revenir à l'UPF, parce qu'on n'est pas très installé là-bas, mais dans les pays d'Europe de l'Est, quand on a été en Arménie l'année dernière, on a vu dans quelle situation nous on est par rapport à cela. Donc je pense que ça c'est un aspect très positif de notre participation aux assises de l'UPF. Et pour revenir peut-être encore un peu plus sur le thème qui nous préoccupe aujourd'hui, je voudrais revenir sur la problématique de la manipulation que j'évoquais tout à l'heure, parce que dans les réseaux sociaux, parce que tu as posé la question par rapport aux réseaux sociaux, je crois que c'est vraiment là où il y a c'est presque le nid de la manipulation. On soupçonnait qu'il y avait peut-être des forces, des services secrets, etc., qui créaient des fausses informations, les fameuses fake news, etc. Mais on se rend compte, et on va se rendre compte encore plus pendant cette campagne électorale qui s'ouvre, de la quantité d'informations qui seront déformées, qui seront quelquefois non, mais non seulement qui sont diffusées sans être vérifiées, mais quelquefois qui sont créées de toutes pièces pour être diffusées de façon à manipuler l'opinion. Et à ce niveau-là, je pense que nous, médias traditionnels, on a un très grand rôle à jouer pour dénoncer ce genre de pratiques. J'ai bien pensé, comment vous réagissez par rapport aux réseaux sociaux, c'est-à-dire certains journalistes disent que les réseaux sociaux servent d'alerte. J'ai entendu ça à Yaoundé, c'est-à-dire qu'on peut puiser dans les réseaux sociaux pour compléter une information ou démarrer une information. Vous savez, pour nous journalistes, on est journalistes 24 heures sur 24. Tout est source d'information pour nous. Simplement, après, c'est l'utilisation qu'on en fait. Vous savez que moi, je regarde les réseaux sociaux, je suis en permanence sur les réseaux sociaux, je lis, je regarde, je vois ce qui se passe. Et après, je reçois, il y a souvent des infos, je vérifie les informations et je peux traiter. Je fais mon marché, mais j'imagine que comme toi-même, comme Jacques, nous sommes journalistes. Le marché, nous le faisons dans le pays. Quand je vais au supermarché, j'écoute les gens, je discute avec les gens. Là aussi, je fais mon marché. Donc ça ne me pose aucun problème. L'essentiel, c'est que je vérifie et que je traite les informations que j'ai reçues sur les réseaux sociaux. C'est la fiabilité de l'information. C'est la procédure qui compte. C'est la procédure qui compte, c'est ce qu'on en fait. Le fact-checking, comme on dit, c'est important parce que c'est vrai que sur les réseaux, il y a tout. Et comme j'ai entendu samedi dernier, n'importe quoi. Et donc, il faut être en mesure de vérifier. Il faut être prudent. Il faut filtrer même. Il faut filtrer. Et puis ceux qui ont la responsabilité aussi des réseaux sociaux, ils doivent être aussi beaucoup plus vigilants pour ne pas laisser justement n'importe quelle information circuler sur leur lieu d'expression. J'ai l'impression que tu penses à quelqu'un en particulier. Non, je pense à personne en particulier parce que je dis, je regarde, il y a plusieurs groupes, je regarde tous les groupes, d'accord. Mais il y a de l'émotion dans les réseaux sociaux ou pas? Est-ce qu'il y a de l'émotion? Oui, mais il y a l'émotion ou information? Il n'y a pas de raison. En tout cas, il n'y a pas de raison. Il y a plus que l'émotion. Des fois aussi, on a certaines personnes qui sont commandés, c'est-à-dire qu'ils savent très bien, on lançant telle ou telle information. Je prends l'exemple sur l'image qu'on a eue lors de la visite du Premier ministre au WTC où le président Chalus, on a vu cette photo qui était en direct sur Canal 10, mais on a vu sur les réseaux sociaux la manière que ça a été traité, l'émotion, et là il y avait l'émotion même de certains journalistes. Donc
Gilbert l'a dit, hein, on fait son marché, la déontologie au niveau journalistique veut qu'on trie. On apprend, la première chose qu'on apprend, c'est à trier. Et même quand on a l'information qui est juste, il faut savoir aussi transmettre par rapport à celui qui va le recevoir. C'est-à-dire que pour ne pas choquer ou autre. Donc, le journaliste d'information, c'est celui qui prend son temps, qui vérifie ses sources. Et il faut aussi avoir des sources fiables. Et même quand on a des sources fiables, il faut aller encore vérifier. Alors, il faut les recouper. Il faut les recouper. Ça, c'est clair. Et il y a un vrai problème. Gilbert a évoqué le rôle des régulateurs. Et on a un vide juridique aussi au niveau de la responsabilité pour ce qui est des réseaux sociaux. Et c'est vrai, alors que les journaux, nous, on est bien encadrés, on peut nous entendre en procès, on peut vérifier l'information, etc. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a un vide juridique qu'il faudra combler à un moment donné sur le rôle des régulateurs. Je crois que le législateur travaille dessus. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faudrait une déontologie sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Très certainement. Si c'est pas encadré, c'est pas encadré. Bien sûr. Si c'est pas encadré, qui n'existe pas encore. Qui n'existe pas, mais le président Macron... Il y a un certain nombre de règles qui existent. Mais par exemple, regardez le travail que fait la Commission européenne. Mais elle est confrontée à qui? Au lobby. Elle est confrontée, non, pas au lobby, elle est confrontée à Google, elle est confrontée à Facebook, qui font la démonstration tous les jours que ce sont des entreprises, des institutions qui se comportent au-delà des lois nationales et même supranationales comme c'est le cas en Europe. C'est-à-dire que ce sont surtout au niveau fiscal aussi, surtout. Non seulement fiscal, mais je veux dire même au niveau déontologique, c'est-à-dire qu'ils estiment que personne n'a à les contraindre, personne n'a à leur imposer quoi que ce soit, et que c'est eux qui sont seuls en capacité de gérer les réseaux qu'ils ont créés. Alors, juste un exemple, il y a eu dans une commune de Guadeloupe, il y a seulement 2 mois, une personne a été condamnée pour une fausse information, diffamation sur Facebook, sur son Facebook. La personne a été attaquée, elle a été condamnée. Elle a été condamnée lourdement à une grosse amende avec, je ne sais pas, la peine de prison avec sursis, peut-être pas passé, mais il y a eu une condamnation. Ça veut dire qu'il y a un encadrement qui commence à se mettre en place. Je pense que quand les gens vont réagir aussi, on ne pourra pas faire autrement. Donc il n'y aura pas cette régulation. Sur les réseaux sociaux, information ou émotion? C'est la dernière question, on va se quitter là-dessus. Mais l'émotion prime parce que c'est la vitesse qui prime. Oui, mais bien sûr. Je parlais tout à l'heure du curseur. Je crois que sur les réseaux sociaux, le curseur est plus proche de 100 que de 1. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi sur les réseaux sociaux, si on ne fait pas d'émotion, votre page ne sera pas regardée. Émotion, sensation. C'est le nid de l'émotion? Oui, presque. Puisqu'à partir du moment où il y a des gens, comme vient de le dire Woody, il y a des gens qui ont besoin de paraître. Donc, pour paraître, pour intéresser l'autre, il faut créer, il faut susciter une émotion de la part. Je rappelle que si dans la vraie vie, vous faites exactement ce que vous faites sur Facebook, vous faites interner. Oui, c'est ça. Juste pour dire, et pour terminer, on va constater que nos chaînes d'information commencent toujours par un fait divers. D'accord, alors, oui. Mais ça, c'est un peu normal. On va se quitter là-dessus. La une nouvelle semaine cette semaine. Cette semaine, on va beaucoup parler de la mobilité parce qu'il est question de transition écologique, de passer à l'électrique, les modes de transport. Donc, ça va être notre dossier de cette semaine. Ou sans émotion? Sans émotion, je l'espère, parce que si on reste dans l'émotion, on risque de faire de mauvais choix économiques aussi. Gilbert, demain, qu'est-ce qu'il y a là une déjà? On sait déjà, pas encore? Non, pas encore. On attend. On attend ce soir. Ça se travaille ce soir, dans l'après-midi, et peut-être même demain matin. Oui. Progrès social? Non, on n'a pas encore défini notre une. On a un certain nombre d'actions. On va ressortir un papier sur lequel on a déjà retravaillé sur Rovelas. Qui vient de Michel Rovelas. Très important et qui a été primé à Paris. En tout cas, je vous remercie d'être venu parler sans émotion de l'information. Et je ne peux pas parler, nous sommes là tranquilles. C'est une très bonne chose. Merci, messieurs. En tout cas, il est 13h53. On prend la dernière page de pub et on se retrouve tout à l'heure pour développer les titres du journal. Je rappelle donc la journée contre le sida avec ce reportage de Dylan
Dylan Bigan, on fait un petit tour à terre en fait, un petit canal, le maire organisé à quelques mois des élections, une grande fête d'agriculture, c'est tout à fait particulier. Bon, enfin, il semblerait quand même qu'en période électorale, non, mais quand la manifestation existait déjà. Elle existait déjà, oui, ça a été fait l'an dernier. Pas entendu parler ah si, l'an dernier, ça a été fait. Et puis quand la manifestation on verra le visage de Miss Abim qui a été élu récemment. Pas de pub, mais on se retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà, il est 13h59, comme tous les lundis, on termine à 15 et on va tout de suite aller à l'actualité. C'était la journée contre le sida à Sainte-Anne dans une école. Dylan Bigarin y était. Reportage tout de suite, on regarde. La thématique tourne autour du sida avec l'ensemble de l'établissement. Nous avons voulu faire une affiche pour dénoncer et prévenir contre le sida. Nous avons réuni l'ensemble de l'établissement déjà sur la cour du bas. Les 6e par exemple ont chanté une chanson, on écrit sur le mur de ce qu'on aime. Nous avons fait plusieurs discours dans l'ensemble de l'établissement pour le sida. Parce qu'en Guadeloupe, nous sommes l'un des départements en hausse sur le sida. Exactement, et parce que nous sommes tous concernés. Je suis particulièrement fière de ce groupe. Donc c'est le groupe de la MLDS de l'établissement. Donc avec ces élèves-là, nous faisons un travail pour qu'ils puissent améliorer leurs résultats scolaires et pour qu'ils puissent se sentir bien dans l'établissement, comprendre pourquoi ils sont à l'école et progresser. Donc voilà, donc je tiens à dire que je suis particulièrement fière d'eux. Ce projet-là a été mené pour qu'ils puissent justement sensibiliser tous les élèves à la maladie et qu'ils puissent comprendre qu'il faut encore se protéger parce que c'est une maladie qui est quand même grave et qui concerne toute la population de notre département. On est réunis pour aller contre le sida, on lutte contre le sida. C'est notre projet qu'on va accomplir jusqu'en 2020. La team soudée était responsable des élèves du collège. Du coup, on a écrit le mot VIH avec les 6e, le mot sida avec les 5e. Les 4e, on a écrit le mot stop. On a fait le nœud du sida avec les 3e afin de réaliser l'affiche pour exprimer vraiment stop VIH sida. Et on a fait passer des flyers. S'il y a des élèves du collège de Douville ou des autres collèges qui arrivent aux affiches, s'il vous plaît, partagez. C'est essentiel, c'est une question de vie ou de mort, le sida. Donc ne jouez pas avec ça et voilà. Nous sommes tous concernés, que ce soit les jeunes, les plus âgés, les personnes âgées. Tout le monde est concerné par le sida en ce moment. Donc voilà, donc on commence à les sensibiliser dès le plus jeune âge et pour qu'ils puissent transmettre ce message à toute notre population. Il est tout à fait normal face à cette maladie du siècle que l'éducation se fasse chez nos plus jeunes. Il faut rappeler que c'est dans les années 80 que le sida est apparu et qu'aujourd'hui les dégâts sont moindres parce que la médecine a progressé, mais il faut quand même être vigilant, être véhiatif. 14h02, journée porte ouverte pour les seniors, il ne faut pas les oublier, ce sont nos parents, nos grands-parents. Vianney Valverde était. Très bien qu'il y a des maisons d'accueil pour les seniors, bien évidemment. Mais là, cette maison, c'est comme une maison secondaire pour les seniors. On n'y dort pas. C'est comme un centre de loisirs pour les seniors. Ils viennent faire plein d'ateliers. Ils peuvent passer toute la journée. On peut avoir des repas qui sont portés. On aura des sorties, des journées intergénérationnelles. Et donc, on a tout à la même maison. Comme vous le savez, la population guadeloupéenne vieillit. Alors c'est vrai qu'il y a des structures qui se font un petit peu dans les communes, mais peut-être pas suffisamment. On l'a depuis 10 heures, ils ne sont pas encore partis, donc on peut supposer qu'ils sont contents. Donc on a eu pas mal d'inscriptions. Et ce qui est très 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 sympa en fait, et c'était le but de l'histoire aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui viennent se voir en disant « Ah mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu » ou alors « Je vous connais, on s'est vu quelque part ». Et en fait c'est ça, c'est exactement ça en fait l'essence de l'âme de la maison. Notre maison donc est ouverte de 8h30 à 17h. Tous les jours, sauf le week-end bien évidemment, puisque le week-end sera pris pour les sorties comme le mercredi ou alors des voyages que l'on va préparer. Pour les modalités d'inscription, c'est 50 € pour l'année. Les ateliers à 35 € pour le mois bien évidemment. Et ensuite nous avons des ateliers entre 5 et 8 € pour l'atelier. Proposant diverses activités. Donc il y a tout un panel d'activités qui est l'anglais, l'informatique, l'espagnol, la cuisine, le chant, le massage, le
le douyin, le reiki. Il est possible que j'en oublie. Donc tout un panel d'activités qui sont donc ouvertes aux seniors. La particularité de cette maison, c'est qu'elle est aussi ouverte en permanence de 8h30 à 17h. Donc vous pouvez simplement venir, rencontrer vos amis, des gens que vous ne connaissez pas, échanger. En fait, c'est un lieu à la fois d'activité, mais aussi un lieu de rencontre et un lieu d'échange. C'est ce qui était important pour nous. Moi, je dis à ceux qui n'osent pas venir, sortez chez vous. Si vous avez une maison en plus, laissez la maison que vous avez en plus, laissez la maison secondaire et venez à la maison des aînés, des abîmes. Vous allez être satisfait parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'était à Petit Canal ce week-end, en fait une grosse manifestation d'agriculteurs, moyen aussi de dynamiser l'agriculture dans cette région du Nord Grande Terre. Et c'est la manifestation qu'a organisée la municipalité et qui permettait justement de faire le point sur ce que proposent ces régions qu'on dit souvent défavorisées dans le Nord Grande Terre. On regarde le reportage. Nous venons d'ouvrir la deuxième édition de Terre en Fête. C'est une manifestation mise en place avec la Chambre des métiers de l'artisanat de Guadeloupe. L'année dernière, ça a été la première édition et nous poursuivons cette année. Et déjà, nous constatons qu'il y a beaucoup plus d'artisans. Nous étions à une 60aine l'année dernière. Aujourd'hui, le président de la Chambre des métiers a annoncé 108 exposants. Donc véritablement, c'est une manifestation qui prend dans le pleur chaque année et nous en sommes assez contents parce que le territoire du Nord Grande Terre en a besoin. C'est un territoire qui, je dirais, est orphelin de grosses manifestations de cette envergure. Et donc aujourd'hui, c'est une fierté pour, je pense, les artisans de Guadeloupe de pouvoir venir exposer sur le territoire du Nord Grande Terre. Mais c'est une satisfaction aussi pour nous, Nord Grande Terrier, de recevoir une telle manifestation. Par rapport à l'édition précédente, il y a beaucoup plus, je dirais, d'animation. Nous venons d'ouvrir les stands, mais il faut savoir que depuis ce matin, les exposants sont installés et il y avait déjà du public. Demain, ça va être le rush. Demain, samedi et dimanche, ce sont les 2 jours où on a beaucoup plus de monde parce que les gens ne travaillent pas et donc les gens profitent pour venir. Et donc, il y a de tout. Je dirais que cette année, on trouve les produits agricoles, on trouve les produits de l'artisanat aussi, mais aussi on trouve des produits transformés. Nous avons besoin de redynamiser, voire même de dynamiser le Nord Grande Terre parce que nous sommes un territoire pauvre en manifestation, nous sommes très touchés par le chômage, donc il faut trouver, je dirais, des innovations qui vont nous permettre de relancer économiquement et je dirais aussi au niveau de l'attractivité le territoire du Nord Grande Terre. Et donc c'est un travail que je fais à Petit Canal mais qui porte ses fruits sur l'ensemble du territoire. Il faut savoir qu'il y a l'implication totale des artisans qui jouent le jeu, qui se déplacent et qui viennent exposer parce qu'ils croient en la manifestation de par la portée que ça a eu l'année dernière. Et je me rappelle encore que certains artisans disaient que c'était l'une des manifestations où ils avaient fait le plus de chiffre d'affaires. Donc nous espérons que cette année ça va être pareil et que tout le monde va trouver son compte. Et je remercie toutes les petites mains qui ont contribué à la préparation et à la réalisation de cet événement sur le Nord Grande Terre. Une belle initiative du maire de Petit Canal qui de toute manière permet, il l'a dit d'ailleurs, aux agriculteurs, aux agrotransformateurs d'être présents sur le marché et d'attirer justement une foule. Alors bien évidemment, on pourra toujours dire que c'est une manifestation qui se fait à quelques périodes, quelques mois, quelques encablures des élections municipales, mais enfin, c'est une manifestation qui existait déjà, semble-t-il, deuxième édition. Donc, Terre en fait à Petit Canal. Un dernier mot, et on va découvrir la Miss Abîme 2019. Elle s'appelle Laura et elle a été élue ce week-end. Regardez un peu, on l'invitera un de ces jours dans le ZCL. Ça a été très difficile puisque c'était des semaines de préparation sur un temps très court. On sortait des entraînements très tard, c'est-à-dire vers voire 23h.
Et c'était stressant, mais en même temps, j'ai profité de l'aventure puisque j'étais avec des filles exceptionnelles. Et on le méritait toutes. Et franchement, c'est que du bonheur. Ça a été le séjour qu'on nous a offert ensemble, on s'est rapprochés entre filles, et puis les entraînements le dimanche, parce qu'on faisait des filages, et on s'est rapprochés toutes avec les danseurs, et puis comme une famille. Participer à quelques élections, mais celle-là, c'est une élection complètement différente. Et franchement, je suis fière d'avoir réussi. Laurent Foul, âgé de 17 ans et résident en la section de Borico Abim. Actuellement en terminale scientifique en spécialité SVT et classe euro-caribéenne en anglais au lycée Jardin d'Essai, j'envisage par la suite de faire une classe préparatoire en biologie afin d'intégrer une école de vétérinaire. J'espérais, c'est sûr, mais comme je l'ai déjà dit, on avait toutes nos chances. Elles étaient toutes parfaites, toutes belles. Incroyable, car ça a été une aventure extraordinaire avec des filles toutes gentilles, toutes belles, les unes que les autres. Je vous aime les filles, comme la ville des abîmes, mon amour. Merci au public, merci pour ce soutien. Je vous remercie. On termine donc ce ZCL News en beauté, en émotion. Je rappelle que nous avons reçu en début de journal monsieur Emmanuel Granier qui est le directeur de Zouk FM, Zouk TV en Martinique, chaîne qui ne sera pas probablement reconduite par le CSA. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous allons parler bien sûr d'informations avec nos confrères Oudi Cornélie, Jean-Claude Rodet, Gilbert Pesmaï et Jacques Dangal. L'information ou émotion. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour le même type d'information dans le ZCL. La réalisation était assurée bien sûr aujourd'hui par notre ami Zébris à qui on souhaite une bonne santé. Voilà, 14h11. Vous êtes libre de quitter l'antenne maintenant.